Merci Maxence. Merci d'avoir passé avec nous cet après-midi. Je pense qu'on a appris des choses avec Jean-Philippe, on apprend toujours des choses, mais également ça a permis de faire un petit point sur l'année passée. Alors le film qui dure 1 minute, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, on aurait pu faire un film de 45 minutes, et j'espère que l'essentiel a pu être transmis. On a également pu rendre hommage à des militants qui comptent beaucoup en Unterland. Et maintenant, évidemment, après la partie plus, je ne vais pas dire rébarbative, mais importante, que sont les comptes qui ont été validés. Voilà, je vais essayer de vous donner quand même une petite perspective sur l'année qui vient. Peut-être pour savoir où est-ce qu'on va se retrouver l'année prochaine, petit retour sur cette année. Et notamment sur l'événement principal, à notre sens, qui a été le vote de la loi Alsace à l'Assemblée nationale. Alors c'est vrai qu'on nous aurait dit ça il y a 1 an, on aurait pu peut-être être un peu dubitatif qu'une telle loi passe devant le Parlement et même qu'elle soit votée, sachant qu'il y a eu auparavant 3 propositions de loi qui à chaque fois étaient déposées quelques mois avant les élections, donc des propositions de loi qui étaient certes intéressantes, qui allaient peut-être dans le bon sens, mais qui au final se sont avérées décoratives parce que elles n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour être débattues. Donc n'importe qui peut déposer une proposition de loi, mais finalement, elle n'est déposée que si vraiment les groupes parlementaires en question veulent s'emparer du sujet. Et à l'époque, le travail n'a pas été fait. Et donc c'est suite à un alignement de planètes improbables, ou plutôt finalement quand même probable, avec la proximité des élections présidentielles, que cette proposition de loi a été discutée et finalement adoptée. Ça s'est passé finalement grâce notamment à un retournement de veste de dernière minute du RN, je vous rappelle qui 2 semaines avant nous expliquait sous la plume de M. Jacobelli et de M. Bernhardt dans un courrier d'1 page pourquoi ils ne voteraient pas cette proposition de loi, tout le mal qu'ils en pensaient, même si on avait énormément de mal à comprendre les arguments, parce qu'en fait il n'y a pas d'arguments, c'était du verbiage. Et toujours est-il, il me semble que le RN s'est rendu compte qu'il y avait quand même un potentiel électoral et que ça serait dommage de le piétiner. Donc ne soyons pas naïfs, le retournement de veste de certains répond à des considérations électorales, néanmoins on est quand même... pour une fois, c'est dans le bon sens. En 2013, on l'avait payé très cher. Un des enseignements a été également la position de la gauche et des Verts. Ceux qui ont assisté au débat sur place, je sais qu'il y en a dans la salle, ou ceux qui l'ont regardé à la télé ou par Internet, je pense que vous avez tous été choqués par autant de médiocrité, de nullité, de mauvaise foi. Je pense qu'on pouvait décemment avoir quand même une certaine nausée à voir maintenant le député de Strasbourg expliquer que les Alsaciens ne veulent pas de sortie du Grand Est, de voir Mme Régol qui explique qu'elle ne votera pas cette proposition de loi parce qu'elle ne va pas assez loin et qu'elle ne parle pas de la culture alsacienne. Mais c'était, excusez-moi le terme, mais de foutage de gueule, mais absolu. Pas un seul argument. C'est-à-dire, nous avions des gens, des opposants, qui, mis à part se contorsionner de manière sémantique, étaient incapables d'aligner un argument pour expliquer leur position. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que la gauche, aujourd'hui, n'assume pas l'héritage de François Hollande. La gauche explique qu'effectivement, reconnaît que la réforme de 2014-2015 était une erreur, que ce n'est pas une bonne réforme. Alors ils expliquent que maintenant, toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas revenir dessus, mais néanmoins, aujourd'hui, plus personne n'assume cette fusion des régions. Et c'est déjà quand même un événement notable, parce que ça veut dire que, comme d'autres choses, aujourd'hui, même s'ils nient la volonté populaire, dans les faits, comme ils ne l'assument pas, ça montre bien qu'ils sont bien conscients que les Alsaciens n'en veulent pas. Alors on nous a expliqué que la démocratie, c'est du populisme. S'il y a 70% des gens qui veulent sortir du Grand Est, c'est du populisme. Alors ça dépend. Quand on vote pour eux, du coup, c'est la démocratie. Mais quand c'est les Alsaciens qui demandent des choses qui ne leur plaisent pas, c'est du populisme. Voilà. Mais bon. Voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, la gauche, en particulier en Alsace, attache à peu près autant d'importance à la vérité que Trump dans ses discours. Et elle a beau poster des cris d'orfraie lorsqu'on parle des Américains, mais aujourd'hui, elle fait exactement pareil. Donc cette proposition de loi a été déposée par le groupe macroniste, notamment par Mme Klinkert. Moi je pense qu'un élu dépose une proposition de loi et qu'elle accomplisse d'une certaine façon la volonté du peuple, c'est tout simplement son devoir.
Il n'y a rien d'exceptionnel à ça, c'est un devoir. Alors il y en a qui ne font pas leur boulot, effectivement, ça c'est pas normal. Quelqu'un qui fait son boulot, c'est tout simplement son devoir. Dans sa propagande électorale aux dernières législatives, elle disait qu'elle parlait à l'oreille de Macron. Moi, ce que je constate, c'est qu'au final, ce n'est pas un projet de loi qui est sorti, c'est une proposition de loi. Alors, on n'est peut-être pas tous forcément au courant de la différence entre les deux et de ce que ça implique, mais de manière très simple. Une proposition de loi, c'est quelque chose qui vient des groupes parlementaires. Ils ont une petite fenêtre par an pour proposer certaines propositions de loi. Et donc, lorsqu'elles sont vraiment défendues, appuyées, etc., elles sont finalement examinées par le Parlement. Et ensuite, lorsqu'elles sont votées à l'Assemblée nationale, elles vont au Sénat. Et le Sénat doit les voter exactement dans le même terme. S'il ne vote pas dans les mêmes termes cette proposition de loi, le projet revient modifié à l'Assemblée nationale et la navette se fait tant que les deux assemblées ne sont pas d'accord au mot près sur le texte. Autant vous dire que la probabilité d'aboutissement d'une proposition de loi est en général faible. Tout le contraire du projet de loi. Le projet de loi est déposé par un gouvernement. Et donc derrière, vous avez l'exécutif qui appuie, en général le groupe majoritaire qui sort. Et là, dans le mécanisme parlementaire, il y a cette possibilité de faire une commission mixte paritaire, etc., en fait, et de résoudre finalement, d'aboutir à une décision beaucoup plus rapide. Donc je dirais que, passez-moi l'expression, mais cette proposition de loi, c'est quand même le minimum syndical. C'est le minimum syndical après 10 ans de lutte. On se réjouit évidemment tous qu'elle ait été votée. On se réjouit que c'est une première étape politique, mais comprenez bien à ce que je viens de vous dire, la probabilité qu'elle aboutisse dans les semaines qui viennent, elle n'est pas énorme, voire plutôt faible. Et je reviendrai après en parlant des sénateurs et des sénatoriales. Toujours est-il, ça a été l'occasion pour nous et pour vous, lors des débats, de voir des députés qui viennent de toute la France parler au nom de l'Alsace et des Alsaciens, expliquer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, de voir des intervenants sur les radios et sur les chaînes d'information en continu débattre sur la question de l'Alsace dans laquelle probablement ils n'ont jamais foutu les pieds. En attendant, malheureusement, on aurait bien aimé consulter sur le sujet, parce que sur la question alsacienne, à la fois on a des choses à dire et en même temps on a une légitimité pour s'exprimer. Alors certes, on n'est pas de ce sérail, on n'est peut-être pas assez spectaculaire, on ne fait pas d'attentats, il n'y a pas de lutte de pouvoir chez nous, il n'y a pas de retournement de veste, pas de banque derrière nous, ni de milliardaires, quand d'autres en ont. Tout cela est certes très ennuyeux, mais voilà, la réalité c'est que nous avons une vraie légitimité à nous exprimer et c'est bien dommage pour le débat qu'on ne nous ait pas donné la parole sur le sujet. Toujours est-il, ne faites jamais de la politique pour être remercié par les autres, car vous serez déçus. Les remerciements, ils viendront quand vous serez tout en haut, si un jour vous y êtes, mais vous serez déçus. N'attendez rien, faites-le d'abord pour être en accord avec vos valeurs, pour pouvoir vous regarder tous les matins dans la glace et dire « je fais ce qu'est mon devoir ». Et ça vaut vraiment déjà tout l'or du monde. Et vous savez comme moi, vous tous qui avez fait des campagnes électorales, que le plus grand remerciement finalement qu'on peut avoir, c'est quand vous avez des gens qui viennent vers vous, finalement, qui disent, vous venez avec un tract et vous dites non, généralement ils vous en boulez, ma politique ça ne m'intéresse pas, et vous dites non, c'est pour une seconde, ah oui, ça je prends. Ouais. Ça vous y est tous arrivé. Et ça vous est tous arrivé finalement de voir des gens qui vont vers vous spontanément pour vous dire en fait, voilà, le soutien qu'ils nous apportent, qui sont contents finalement qu'il y ait un parti qui représente ces intérêts alsaciens, là où beaucoup des hommes politiques qu'on voit à droite, à gauche, les ont abandonnés en particulier en 2014 et en 2015. Et je repose la question. Qui était en tête de tous les cortèges lorsque les élus ont tourné la veste en 2014 ? Qui était allé au Conseil d'État pour faire un recours ? Qui a monté une liste citoyenne en 2014-2015 pour représenter des intérêts qui n'étaient plus représentés ? Qui a organisé des dizaines de conférences, de pétitions, de manifestations, qui a payé de leur propre poche un sondage en 2017 pour pouvoir quantifier l'opinion publique alsacienne par rapport à cette question. Alors qu'à droite et à gauche, vous avez finalement des organisations, vous avez des partis qui brassent des millions et qui n'ont pas levé le petit doigt pour sortir 20 000 balles pour payer un sondage. Qui C'était qui ? Eh bien, c'était le mouvement alsacien, c'était Unserland. On parlait tout à l'heure de statistiques, et c'est un sujet qui est extrêmement important. Parce que lorsqu'on défend une cause, finalement, et en particulier en politique, il faut pouvoir quantifier ce qu'elle représente dans la société. Et le sondage était finalement un des premiers stratégiquement
par là, on va dire, une des premières étapes importantes, parce qu'elle a permis de démontrer que les Alsaciens, globalement, la société alsacienne, les électeurs alsaciens étaient en décalage complet par rapport à leurs élus. Là où une majorité d'élus acceptait, finalement, le fait de cette fusion forcée, une large majorité, le rejetait. Et ça, on a pu le montrer par le sondage. Et plus encore, on a pu le montrer à chaque élection auquel nous avons participé depuis 2015, à chaque élection, qu'il y a un socle électoral qui, quoi qu'on en dise, sera toujours là pour soutenir cette idée. Et ce socle-là, c'est vraiment, on va dire, les purs et durs. Mais dans chaque parti, des gens, finalement, vous avez des gens qui sont attachés à Alsace, qui votent pour d'autres partis. Et notre socle, finalement, les gens qui partagent nos idées, dépassent largement, finalement, notre électorat à nous, du moins ceux dont les voix se reportent sur nous aux élections. Et ça, le fait de pouvoir le quantifier, le fait de pouvoir le démontrer, ça vaut de l'or. Parce que ça, c'est uniquement ça qui fait que chez les élus, à chaque élection, on se pose la question, si je ne parle pas d'Alsace, ils vont se détourner de moi. Et c'est cette pression-là, et uniquement cette pression-là, qu'on pose depuis maintenant une dizaine d'années, qui a permis finalement d'avoir chacune des victoires qu'on a pu avoir en 2018, même si c'était maintenant entre guillemets une première étape qui est la CEA, le vote qu'on a eu il y a quelques mois, dites-vous bien que s'il n'y avait pas eu les Alsaciens, s'il n'y avait pas eu le mouvement alsacien au sens général, il englobe toutes les associations et Denkfabrik, et s'il n'y avait pas eu Unserland pour le représenter concrètement dans les élections, pour être le fer de lance politique, aujourd'hui l'Alsace serait morte et enterrée. Donc quoi qu'on en dise, aujourd'hui ce sont les Alsaciens, c'est le mouvement alsacien et c'est Unserland qui a gagné cette bataille-là. Ce vote, c'est une première étape. Seconde étape, le Sénat. Tant que le texte ne sera pas inscrit à l'ordre du jour du Sénat, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas un groupe au Sénat ou le gouvernement, mais c'est beaucoup plus improbable, qui aurait décidé de l'inscrire à l'ordre du jour, le texte ne sera pas examiné. Donc la balle est plus que jamais dans la main des sénateurs. Le Sénat, dans la logique de la Ve République, c'est la chambre haute, c'est la chambre des territoires. Donc c'est celle qui est censée représenter les territoires au sens large, de la commune au département, la région, etc. Et en écrivant ça, il m'est revenu mon premier contact avec un sénateur, c'était plutôt une sénatrice, et Dany Villemé était avec moi. Lorsque le 13 novembre 2015, nous avions été reçus à la sous-préfecture d'Altkirch par le secrétaire d'État à la réforme territoriale, M. Vallini, et qui était accompagné de Mme Schillinger, puisqu'on n'a pas le droit de dire Schillinger avec elle. Ceci dit, vous comprenez déjà où est-ce qu'on part. Voilà. Et c'est vrai que c'était quand même un choc. Autant moi je m'attendais que de voir un ministre qui allait défendre mordicus sa réforme, nous expliquer comment nous passer de ce que nous demandons. Autant j'avais trouvé finalement, Dany c'était encore là, autant j'avais trouvé le ministre plutôt ouvert à la discussion. Bon, évidemment, il était quand même là pour quand même expliquer. Il essayait de faire la pédagogie, même si en face de lui, il y avait quand même un peu du répondant. Mais il était beaucoup plus ouvert, finalement, que cette sénatrice qui était vraiment là pour défendre de façon encore plus royaliste que le roi, une réforme qu'elle savait fortement impopulaire. Et c'était finalement un premier choc parce que dans la logique, ça aurait été normalement le contraire. Elle aurait dû défendre finalement à la fois les administrations générales, mais surtout l'intérêt des collectivités locales dont elle est censée être la représentante. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que la situation a vraiment changé ? Si on regarde maintenant les sénateurs, avec la démission d'André Reichart, les sénateurs qui sont aujourd'hui... qui représentent l'Alsace, aujourd'hui, je dois dire c'est quand même silence radio. Et c'est silence radio absolu. Notre chance, c'est qu'il y a, le 27 septembre prochain, des élections sénatoriales. Nous avons fait en 2020 un ballon d'essai, et je trouve qu'on a été loin d'être ridicule, puisqu'on avait fait le double de voix de ce que nous avions comme élus locaux, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des soutiens qui dépassent notre parti. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de peser fortement sur les sénateurs, sur le vote qu'on veut qu'il y ait au Sénat. Et c'est pour ça que c'est sénatorial. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, parce que voilà, c'est ce système de vote par grands électeurs. Mais néanmoins ils ont quand même cette année un intérêt tout particulier. Et dans tous les cas, nous y serons.
Et j'appelle de mes voeux la création d'une liste transpartisane en Alsace qui saurait défendre l'idée du fédéralisme et de l'Alsace, au-delà d'Unserland, en disant que voilà, aujourd'hui, on ne peut plus se contenter maintenant de discuter des textes à la petite semaine, mais on a quand même besoin d'une voix des territoires, d'une voix pour refondre complètement ce système. Et ça passe également par le Sénat. Donc, mesdames, messieurs, je vous ai également parlé il y a quelque temps de la conférence à laquelle j'ai été invité au Sénat en novembre dernier, conférence sur le fédéralisme, dans lequel il n'y avait quasiment que des participants qui n'étaient pas de territoire, entre guillemets, à identité linguistique, et qui nous expliquaient en fait pourquoi il ne fallait plus parler de décentralisation, mais de fédéralisme réel, de fédéralisme ascendant, hein, c'est-à-dire vraiment à la Suisse. Et je pense qu'il se passe vraiment quelque chose, il y a un espace qui s'ouvre, et ce sera à nous de le saisir. Donc je vous le dis ici, aujourd'hui, pour moi, à compter d'aujourd'hui et jusqu'en septembre, la bataille des sénatoriales est engagée. L'autre bataille qui a commencé, et ça vous le savez tous, parce que dès qu'on ouvre la radio ou la télé, on n'entend que ça, c'est la bataille des élections présidentielles. Alors il est sûr que l'idée même de monarchie présidentielle, la personnification du pouvoir qu'elle suppose, c'est vraiment pas notre tasse de thé, mais néanmoins, c'est la réalité politique en France. En France, il y a 2 élections qui comptent, ce sont les municipales et les présidentielles. Ce sont les 2 élections dans lesquelles les gens comprennent ce qui se passe. Il y a celui que tu peux engueuler parce qu'il est à portée de toi, parce qu'il est dans la commune dans laquelle tu vis, et puis il y a le roi. Voilà. Tout le monde comprend ça, et c'est pour ça que ce sont également des élections stratégiques. Notre présence, et quand je dis la nôtre, c'est les autonomistes, les fédéralistes, notre présence y est indispensable pour peser dans le débat public. Pour même que le mot, l'idée ou le mot de fédéralisme puisse enfin percer à l'intérieur du périphérique parisien. Et que sur les plateaux de télé, dans la presse, on parle enfin de ça. Jean-Louis Borloo a ouvert il y a quelques mois la brèche sur le sujet. J'espère que d'autres s'y engouffreront. En tout cas, nous ferons tout. Et je dirais qu'aborder ces élections présidentielles avec l'idée de faire quelque chose s'inscrit dans la suite logique de notre progression électorale. Et quand je parle de notre progression électorale, c'est la progression de tous les partis autonomistes français qui sont en progression électorale continue, maintenant depuis 10 à 15 ans. Il nous faut donc un porte-voix, un candidat, un relais. Et pour cela, on ne le fera pas tout seul. Ce n'est pas Unserland qui le fera tout seul, c'est notre fédération. Et notre fédération se doit d'être à ce rendez-vous. Changer de stratégie. Longtemps, notre fédération a été la 5e roue du carrosse écologiste, pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le meilleur pour quelques-uns, pour le pire souvent ici. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, avec les modifications qu'il y a eu dans le mouvement écologiste, aujourd'hui, sans parler de certaines de leurs positions, l'idée même de fédéralisme donne de l'urticaire à 90% de leurs cadres. Et on sait bien qu'il y a, bien que ça soit inscrit dans leur programme, que le fédéralisme soit un pilier de l'écologie, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, les Verts ne sont plus une option, et encore moins ici en Alsace. Et que la seule option aujourd'hui, c'est de penser de manière autonome. Et je pense que ce sera pour le bien de nos idées, pour le bien de notre parti et le bien de notre fédération. Et pour changer cette stratégie, il faudra probablement également changer de tête. Et je pense que le vote qu'il y aura prochainement à la Région Peuple Solidaire, qui consistera à désigner sa nouvelle direction, ce vote pèsera lourd dans l'avenir de notre fédération. Dans tout ce contexte qui est très particulier, avec cette loi Alsace, le sénatorial, les présidentielles, les législatives qui vont suivre après, vous comprenez qu'on vit un moment politique très spécial. Et c'est pour ça que nous avons demandé à la fédération d'organiser le congrès en Alsace au mois d'octobre. Et je vous dis, c'est vraiment pas hasard, c'est parce que nous ferons tout ce qu'il faut pour que ce congrès marque d'une pierre blanche l'histoire de l'autonomisme et du fédéralisme en France. On fera tout ce qu'il faut, on actionnera tous les leviers qu'il faut, tous les réseaux qu'il faut, mais on ne passera pas une présidentielle législative comme on l'a fait les autres. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, cette idée perce, parce que cette idée devient de plus en plus mûre. Le sondage que la RPS a fait l'année dernière a montré qu'une majorité de la population française, y compris celle en dehors des territoires linguistiques, est favorable à l'idée fédérale. Aujourd'hui, il faut des gens pour représenter cette idée. Il faut des porte-voix. Et il y a un espace politique. À nous de montrer que cet espace politique existe, et à nous, soit de désigner quelqu'un pour porter ce message, soit
à nous de trouver quelqu'un de confiance pour porter ce message. Vous voyez ce qui nous attend, c'est à la fois des grands défis, mais en même temps, je pense, une grande espérance. Parce que la France est tombée à un niveau où finalement on se dit qu'on tourne en rond, nettement, hein, et également du point de vue institutionnel, et qu'un jour ils vont arriver à se dire, plutôt que se poser la question Bardella ou Mélenchon, si on essaye un truc intelligent, et notamment un truc qui marche ailleurs. Et c'est à nous de leur faire comprendre qu'il faut arriver à poser cette question-là, sachant que la réponse, à mon avis, est tout vue. Mais pour cela, nous avons également nos devoirs. Alors on ne peut pas mettre tout sur le compte des autres. Nous avons également nos responsabilités à assumer. Nous avons également notre travail à faire. Et je dirais que si nous devons faire quelque chose, c'est déjà se rendre compte peut-être que par certains aspects, nous sommes parfois trop tendres, que nous manquons un peu de culture et de maturité politique. Et évidemment, hein, certains partis mettent des décennies à créer une maturité et une culture politique. Mais c'est quelque chose d'indispensable, parce que nous vivons dans un monde de requins, dans un monde dans lequel on ne fait absolument aucun cadeau, et pour ça, il faut être fort, il faut être préparé. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas assez. La première chose, c'est défendre, quoi qu'il arrive, les intérêts de nos idées et du parti. Les gens qui votent pour nous, ils ne votent pas pour les autres, parce qu'ils savent que nous sommes les seuls à représenter certaines idées. Et ça, nous devons l'assumer en toutes circonstances. Si d'autres, maintenant, font des choses qui peuvent être dans l'intérêt ou en faveur de l'Alsace, tant mieux. Mais ils ne l'ont pas fait comme ça. Ils l'ont fait parce que nous étions là. Parce que nous avons su incarner, nous avons su faire des voix, nous avons su regrouper, nous avons su créer finalement une pression. Et ça, il ne faut pas dénier finalement ou se dévaloriser par rapport à notre investissement et notre action. Clairement, nous avons été des artisans de ces réformes institutionnelles, celle de la création de la CEA, celle du vote, oui. Alors, ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas ailleurs que ce n'est pas vrai, c'est une réalité. Je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, que certains aiment bien nous mettre dans des cases, évidemment dans des cases qui sont, qui sont pas de nature à nous éclairer de manière positive, pour dire ça de manière un peu alambiquée. Mais c'est quand même un grand défi. Un grand défi est l'incarnation de nos idées. Vous vous rendez tous compte, et ça se sont appuyés par des statistiques réelles, que partout où nous avons des candidats qui sont connus, qui sont implantés dans leur commune, nous faisons des bons scores. Si nous étions maintenant les vilains méchants qu'on prétend être, ou les écervelés, mais dans un village, on ne voterait pas pour nous. Plus les gens nous connaissent, plus ils votent pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons progresser sur l'incarnation des idées. Parce que partout où on supprime le filtre négatif qu'on veut mettre sur nous, partout où il y a un lien direct avec la population et les électeurs, partout nous gagnons. Parce que nos idées rassemblent. L'histoire d'Unserland, sa première participation à une élection tout court, a été une élection départementale, dans laquelle il y a encore des candidats de cette époque-là, et nous avons, pour cette première élection, eu un conseiller départemental qui a réussi à rabattre les voix, finalement, des deux côtés du spectre politique. C'est-à-dire, en face de nous, il y avait un LR, de mémoire, à l'époque ça ne s'appelait pas encore comme ça s'appelait MP, mais en gros, les voix des écolos, des socialos et du RN sont reportées sur notre candidat. Et ça montre quoi ? Ça montre que, finalement, lorsqu'on défend l'Alsace, on est plus apte à rassembler que lorsqu'on défend finalement un précaré ou lorsqu'on défend finalement des intérêts catégoriels. Et ça, c'est une réalité politique. La réalité politique, c'est que partout où nous franchissons un premier tour, souvent, nous pouvons être en position de gagner le second. Mais la première étape est la plus difficile. En tout cas, c'est quelque chose qui a été enclenché et nous allons le faire de manière professionnelle, comme à chaque fois qu'on l'a fait, lorsque vraiment on veut résoudre un problème, et c'est absolument central dans la communication d'aujourd'hui. Alors certes, nous sommes aujourd'hui prisonniers des algorithmes, tout le monde l'est finalement, hein. C'est le nouveau pouvoir aujourd'hui, c'est l'algorithme, hein. C'est plus forcément
c'est plus forcément les mécanismes d'antan, mais aujourd'hui, avec une formule, finalement, vous manipulez des élections, vous manipulez finalement la culture des gens, vous manipulez voilà, presque leur son d'intérêt, on vous explique en gros ce qui doit vous intéresser, vous. Voilà. Et ça, c'est assez frappant, mais c'est une donnée quand même d'entrée. Et aujourd'hui, voilà, le combat politique, et en particulier, est devenu en partie un combat aussi technologique, comprendre comment tout ça marche, finalement pour pouvoir percer et défendre nos idées de manière efficace. Je vous rappelle quand même maintenant en conclusion finalement notre rôle. Notre rôle, finalement, c'est de présider aux destinées de l'Alsace. Ce n'est pas d'espérer que d'autres le fassent à notre place. Nous ne sommes pas là pour espérer qu'un jour on puisse faire de l'Alsace par procuration. Nous sommes là pour faire l'action. Nous avons fait énormément. Nous avons fait finalement tant que nous avons d'une certaine façon eu également la reconnaissance des Alsaciens, des électeurs, à défaut de celle des autres. Et je dirais que ce que nous avons fait pour l'Alsace a toujours porté d'une façon ou d'une autre ses fruits. L'année qui vient, nous la franchirons ensemble, et elle marquera, j'en suis sûr, une nouvelle étape. Mais n'oubliez jamais, nous sommes irremplaçables. L'Alsace vit en vous et elle vit en nous. Nous sommes le seul et l'unique parti du peuple alsacien, et sans nous, l'Alsace n'arrivera jamais où elle veut être. Aujourd'hui, l'espoir de l'Alsace, l'espoir du peuple alsacien, c'est Unser Land. Vers Alsace, Unser Land. Voilà, je pense que nous arrivons au bout de notre assemblée générale. Merci pour votre présence. Ce n'était pas forcément évident, un jour ensoleillé comme ça. Mais on a parlé, je pense, de choses intéressantes et importantes. Et donc, pour clore cette belle journée, je vous invite au verre de l'amitié. Merci vielmals und schönen Rova.